des mesures barrières contre le coronavirus. Le nombre de cas positifs progresse et le nombre de morts aussi, au moment où des craintes sont formulées sur l'autre phase du mode de contamination. Que faire en ce stade? Nous en parlons ce soir dans le débrief de l'actu sur Canal International avec le docteur Cyril Teguem, médecin installé ici à Douala. Bonsoir docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Carole, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs de Canal International. Didier Imkwa, merci une fois de plus d'être là ce soir. C'est moi qui vous remercie madame de me relancer une énième fois pour parler de la pandémie qui est devenue chape de plomb sur nous. Merci de m'inviter en ce plateau. Je salue le médecin, je salue le docteur depuis le Canada. Et justement, le professeur Prévost Jantou, que nous essaierons d'avoir en début de cette émission, épidémiologiste au CHU de Sainte-Justine, professeur agrégé de pédiatrie à l'Université de Montréal. Bonsoir professeur, avec vous, on a souvent abordé depuis le début de cette pandémie un certain nombre de problématiques, notamment la vitesse de propagation de ce virus. Merci de nous prêter encore votre expertise ce soir. Bonsoir à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices, et bonsoir à tous les panélistes. C'est un plaisir d'être là pour discuter de cette thématique très importante. Merci. Nous essaierons aussi d'avoir le docteur Jean-Marc Foucault, médecin urgentiste, praticien hospitalier en service dans un hôpital de la banlieue parisienne. Bonsoir messieurs, commençons si vous le voulez bien par commenter ces chiffres du ministre de la Santé publiés ce matin. Le briefing est prévu tous les 18 h, nous n'avons pas encore les tout derniers chiffres, mais ce matin, dans son tweet, Didier Imkwa, le ministre faisait état de 142 cas, une dizaine de malades guéris et aussi des décès, au moins 6. Est-ce qu'il fallait s'y attendre pour vous? D'accord. Premièrement, réaction à brûle pour point, je dirais que cela démontre une fois de plus que la maladie est parmi nous, qu'il va falloir respecter scrupuleusement les 13 règles de l'Organisation mondiale de la santé dictée par le Premier ministre. Nous sommes dans la maladie, nous sommes en guerre, et lorsqu'on est en guerre, la première des choses impératives, c'est l'union sacrée, c'est la solidarité agissante, c'est que chacun de nous devrait développer un effort personnel comme arme de guerre avec tout ce qu'il a pour faire la guerre. Mais j'ai un réel problème parce que, Carole, le véritable problème ici, je peux me tromper n'étant pas un expert des questions de sécurité sanitaire, je peux me tromper, mais moi je pense que le problème aujourd'hui n'est pas le nombre des cas identifiés par le ministre en charge de la Santé, parce qu'ils sont traçables. Mais le réel problème, les questionnements qui doivent nourrir notre réflexion sont ceux-là qui sont parmi nous, qui sont dissimulés parmi nous, qui fuient les zones de confinement, qui fuient les hôpitaux. À chaque fois, même sur les réseaux sociaux, heureusement, il y a des patriotes qui sont en train de mettre sur les réseaux sociaux des photos, des cartes d'identité, des passeports, des membres de leur famille qui sont comme ça là, dans la population, prêts à contaminer. Et là, je me pose la question. Est-ce que ces gens-là ne sont pas en mission? C'est vrai que je ne suis pas un théoricien, je ne crois pas beaucoup à la théorie du complot, mais lorsqu'on regarde, lorsqu'on voit ce qui se passe autour de nous, on se pose des questions. Je ne comprends pas comment quelqu'un de bien structuré... Permettez que le docteur Teguem prenne aussi la première parole. Docteur Teguem, j'ai décliné les chiffres tout à l'heure, une dizaine de malades donc. À cet état de la maladie, on sait qu'elle s'est déclarée au Cameroun le 27 février. Vous vous y attendiez un peu? Bon, déjà, les chiffres nous permettent d'affirmer que le coronavirus est bel et bien présent au Cameroun. Et ça démontre davantage son expansion de façon exponentielle. Ça veut dire que les chiffres qu'on a présentement au Cameroun sont les chiffres déclarés. Maintenant, reste à savoir ceux qui ne sont pas déclarés, ceux qu'on doit dépister entre-temps. Alors, professeur Jantou, le premier constat, les chiffres ce week-end, c'est qu'il y a désormais l'apparition du virus à Limbé et que le nombre des cas
de Bafoussam s'est accru. Je vous passe aussi les chiffres de Douala et Yaoundé qui explosent presque. Vous en aviez parlé déjà sur les antennes de Canal 2 International la semaine dernière et vous nous disiez déjà, vous vous exprimiez pour la communauté scientifique camerounaise en disant attention, à cette étape-là, la propagation elle risque d'être fulgurante. Est-ce que vous réitérez cela ce soir? Oui, absolument. Ce qu'on observe dans les phases initiales de la propagation de ce virus, c'est effectivement une croissance assez lente au début, qui est marquée par le fait de quelques individus. La plupart du temps, lorsque le virus arrive sur un territoire, il est transporté par une personne qui vient de l'extérieur, mais par la suite, dès que le virus est présent dans le territoire, la plupart des cas de propagation, ce n'est plus tellement le fait de l'extérieur, mais c'est le fait de la transmission interne qui peut être assez sournoise et on peut voir au final une période où on a l'impression que les cas sont assez espacés et puis on a une exponentialité de ces cas qui va se manifester par de façon assez rapide un doublement, triplement du nombre de cas. Et ce qui est important, c'est que dans le contexte actuel, les clusters initiaux qui étaient dans les grandes villes vont ensuite se multiplier parce que les migrations de population vont amener ce virus dans différentes autres régions. Donc ce n'est pas un phénomène surprenant et c'est quelque chose qui malheureusement est attendu et qui justifie qu'on mette vraiment en place des mesures pour limiter cela. Mais on en parlera. Justement, parlons de ces mesures, puisque vous êtes avec nous, vous aviez recommandé à cette époque-là d'anticiper sur un certain nombre de choses, notamment en faisant des tests massifs. Est-ce que vous pensez que le Cameroun a les moyens de faire un test massif maintenant? Donc, la période de faire des tests dépend par rapport à l'arrivée du virus sur le territoire. Il est certain que faire des tests lorsqu'on a déjà une propagation aussi intense peut entraîner la difficulté d'avoir un rendu rapide des tests et la difficulté d'avoir ces tests accessibles partout dans un délai important. Donc c'est sûr que chaque approche dans cette pandémie, et ça a été vu dans la plupart des pays, chaque décision qu'on prend est non seulement une décision fondamentale par son application, mais aussi par son timing. Donc le momentum de chaque décision est important. Donc actuellement, ce qui est important, c'est pas uniquement faire les tests, mais c'est de limiter justement la propagation en identifiant toutes ces personnes qui ont déjà été des personnes contacts. Et les contacts sont multiples, comme on l'a vu, ça peut être des proches de personnes qui étaient dans des cérémonies, des fêtes, ou des proches qui étaient dans les hôtels. On a entendu parler de toutes ces personnes qui étaient dans les hôtels confinés, mais qui ont été en contact avec des personnes malades. Donc, finalement, la question du test ne se pose pas de façon actuelle comme une des éléments qui va limiter la propagation. C'est quelque chose qui peut être utile lorsqu'on est vraiment au début, mais dans le cas présent, l'identification de ces personnes et la mise en quarantaine, qu'elle soit volontaire ou obligatoire, sera un élément déterminant. D'accord. Nous revenons tout à l'heure sur ce qu'il faut faire. Peut-être le temps de vous demander à vous, Didier Min, quand vous semblez tout à l'heure dénoncer ceux qui ont posé des actes jugés irresponsables en mettant la vie des autres en danger. Maintenant, on y est. Peut-être pas le moment de fustiger les uns et les autres. Comment on fait? Oui, car vous êtes très gentil, hein, c'est des criminels. Parce que je ne comprends pas comment un compatriote bien structuré, connaissant son état, je ne sais pas si je veux dire sérologique, peut se décider comme ça de se mêler, d'aller contaminer ses compatriotes. Moi, je pense que cela dépasse même de l'entendement humain. Ça, c'est du satanisme. C'est pour ça que moi, je pensais que, je vous disais tout à l'heure que c'est vrai que je ne suis pas un adepte, un évangéliste de la théorie du chaos, ou bien de la théorie du complot, mais moi, je crois que ces gens-là sont peut-être en mission pour venir détruire l'Afrique. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on sort de là, moi je crois qu'aujourd'hui, doit-on s'apitoyer ou bien s'acharner sur ce qu'on devait faire et qu'on n'a pas fait? C'est le moment de développer les moyens que nous avons. C'est le moment aujourd'hui de développer nos solutions endogènes. Vous comprenez? C'est pour ça, au départ, moi je dis, bon voilà,
On n'a pas peut-être les plateaux techniques des États-Unis, de l'Italie ou bien de l'Allemagne. Et puis, je me suis abstenu toujours de faire des comparaisons. Nos morts sont nos morts. J'ai dit ceci. L'Afrique a au moins ce que les autres n'ont pas, la solidarité. Nous sommes, comme disait Jean-Marc là, nous sommes un village, nous sommes un pays de villages, l'Afrique des villages, le communautarisme. Nous avons quand même une pharmacopée, nous avons quand même des praticiens qui ont fait, par exemple, des choses merveilleuses, reconnues même par des universitaires. Donc moi, je crois, la première des choses, c'était une réaction politique. Appeler tous les acteurs politiques, appeler tous les acteurs de la société civile autour d'un plan, de ce plan de riposte contre le coronavirus. Parce que en ce moment, lorsqu'on est en guerre, tous les particularismes idéologiques doivent être mis entre parenthèses. D'accord, c'est compris. Docteur Tegem, est-ce que c'est le moment d'accentuer la prévention, justement? Bon, c'est exactement le moment idoine. La prévention, c'est le sujet du jour. Ça veut dire, c'est présentement que nous allons prendre des actions pour prévenir. Dans la prévention, nous allons parler de la prévention primaire et de la prévention secondaire. C'est les préventions qui concernent présentement le Cameroun. La prévention primaire, ce sont les mesures barrières, à savoir tout ce qu'on a cité, lavage des mains, tousser dans le pli du coude, essayer de rechercher les signes. La prévention secondaire, c'est dépister et traiter. Là, je pense que c'est où nous on se trouve. Ça veut dire, au quotidien, avec les malades, il faudrait diagnostiquer et traiter. Est-ce que vous, dans l'exercice de vos fonctions, je l'ai dit en début, vous êtes médecin, est-ce que depuis l'arrivée du virus au Cameroun, vous avez reçu des malades qui semblent anxieux, qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe, qui ont même un déni de la maladie, c'est possible? Bon, déjà, il faut savoir que le coronavirus a implanté dans notre société une peur, une psychose. Et déjà, la psychose peut nous faire développer des signes et des symptômes d'une maladie dont nous ne sommes pas atteints. Et c'est l'un des problèmes phares de notre population. Parce que, comme on suivait certaines interviews hier, on parlait de plus de 1200 appels sur les standards pour les informations concernant le coronavirus. Ça veut dire que la population a besoin de s'informer. Nous devons informer la population. Et Didier Imkwa, informer, alors que de plus en plus on en parle, c'est un sujet qui est devenu presque quotidien, mais on rencontre quand même encore des personnes qui se plaignent de ce qu'elles n'ont pas, elles ont signalé. Qui ont des habitudes nocives. Hein. Vous savez, dans une ville, dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé, Bafoussam, vous ne pouvez pas en 24 heures dénormaliser certaines attitudes nocives. Parce que vous avez des attitudes, vous avez des comportements qui sont normalisés. Vous comprenez? Donc, il faut penser à un processus de dénormalisation. Ce n'est pas en 24 heures. Et puis, on a l'impression que cette pandémie nous a surpris. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut regarder devant soi. Nous avons les 13 règles, il faut les respecter. Et c'est le moment, plus que jamais, de porter les problématiques environnementales au cœur de la stratégie de la lutte contre cette pandémie. Comment? Tous les experts vous le diront. D'abord, l'OMS vous dit aujourd'hui que presque 30% des décès sont liés aux problèmes environnementaux. Ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Tous les experts vous disent aujourd'hui, que ce soit des virologues, les parasitologues, les biologistes, les microbiologistes, vous disent que l'environnement doit être la solution. Vous comprenez? Doit être le palliatif à un certain nombre d'épidémies ou bien de pandémies. Je vous prends un cas très très simple. On vous dit que si le virus tombe dans un corps dont le mécanisme de défense est affaibli, celui qui porte ce corps-là est à la porte de la mort. Vous comprenez? Quelqu'un a dit que même bien manger, tous les médecins vous le diront que le premier médicament contre une maladie, c'est la bonne bouffe, c'est de très bien manger. Et quand je prends le cas de la ville de Douala, voyez-vous, madame, vous pouvez le faire, hein? Vous pouvez vous informer. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un maire de la commune d'arrondissement dans la ville de Douala qui a à mesure de vous dire le nombre exact de forages dans sa commune, de forages d'eau dans sa commune. Voici une étude qui a été faite en 2019, transforme Douala 2035. 2025. 2025, pardon.
vous avez moins de 20% de la population de Douala qui ont accès à de l'eau potable. 60 ans après l'indépendance. Ça, c'est inadmissible. Donc, vous avez à peu près 80% des populations de la ville de Douala qui consomment de l'eau dont la potabilité n'est pas garantie. C'est ce que vous appelez les milieux à risque. Donc. Voilà. Ça veut donc dire que si vous développez des maladies liées à l'eau, votre mécanisme de défense est affaibli. Donc, si vous chopez le virus, le Covid-2019, vous êtes appelé à mourir. D'accord. Il n'y a pas que ça. On en vient. Voilà. Je voudrais qu'on aille en région parisienne, si la technique nous le permet, à la rencontre du docteur Jean-Marc Foka, médecin urgentiste, praticien là-bas au service des urgences. Bonsoir docteur, vous savez, la France est très observée au Cameroun également depuis le déclenchement de cette pandémie. On en est à 142 cas positifs selon les derniers chiffres, en attendant donc les tout derniers du briefing du ministre de la Santé ce soir. Est-ce que votre première réaction, c'est quoi? Ça se propage trop vite ou pas assez au Cameroun? Oui, bonsoir et merci de nous donner l'occasion de nous exprimer. En effet, c'est un problème présent en France. Je voudrais dire que nous sommes naturellement très préoccupés par ce qui se passe chez nous également. Exactement. Et oui, c'est un virus qui se propage rapidement et qui est plus sévère qu'on ne peut le penser. Il est assez virulent, le Covid-19. D'accord. Et quand vous regardez les chiffres du Cameroun, 142 cas, quelle est la réaction ou bien quelle est la lecture que vous faites de cette propagation? En fait, je pense que 142 cas, c'est minimaliste. Bien évidemment, comme en France, les cas qui sont évoqués sont aussi minimalistes parce que les dépistages ne sont pas massifs. Je pense que si on procédait à un dépistage massif, on serait bien au-delà des 142 cas et cela nous préoccupe beaucoup. Et d'ailleurs, le ministère de la Santé annonce... l'interlocuteur tout à l'heure qui parlait justement des mécanismes de défense de nos organismes. Oui. Ça nous préoccupe vraiment parce que si les mécanismes de défense ne sont pas à point, ça peut être un hécatombe si jamais les gens devenaient, si l'épidémie venait à se développer dans nos pays. D'accord. Et justement, le ministre de la Santé annonce dans les jours qui viennent des tests. Il y a des équipes d'agents communautaires qui vont faire du porte-à-porte. Ils seront accompagnés des équipes médicalisées, spécialisées qui vont faire des tests dans des familles. Est-ce que cela peut aider à vite venir à bout de ce Covid-19 au Cameroun? Ah oui, je pense que c'est une très bonne initiative. Le dépistage fait partie des choses qui sont recommandées, même ici en Europe. Je pense qu'on pourrait optimiser les choses chez nous compte tenu du manque de réactifs suffisants, parce que même en France, si par rapport à l'Allemagne, on ne dépiste pas beaucoup parce qu'on n'a pas assez de tests pour. Oui. Je pense qu'on pourrait cibler les populations à risque, les populations âgées, les populations qui ont des comorbidités et peut-être commencer le dépistage par ces personnes-là. Ça pourrait peut-être Quels sont pour vous les facteurs amplificateurs de la propagation du virus au Cameroun? Docteur Fokam, je vous demandais de savoir quels sont les facteurs amplificateurs de la propagation du virus au Cameroun. Est-ce que vous vous êtes penché sur la question? Oui, bien évidemment, nous avons nos habitudes culturelles. Il faudrait que nous y travaillions parce que on connaît tous aujourd'hui les gestes barrières. Il faudrait juste que nous soyons très à point, très pointilleux là-dessus dans nos pays. Le serrage des mains, je crois savoir que ça rentre dans nos habitudes aujourd'hui, qu'on comprend qu'il ne faut pas se serrer les mains. Il faudrait éviter les corps à corps. Malheureusement, nous sommes un peuple chaleureux et on trouve que c'est difficile à transmettre comme message. Il faudrait vraiment que les gens observent des distances. Et comme disait encore notre interlocuteur, il faudrait que la vie soit saine, l'alimentation, tout ce qui
normalement devrait renforcer notre système immunitaire. Mais les gestes barrières qui sont connus, je ne vais pas revenir dessus, il faudrait absolument que cela soit appliqué par tout un chacun. Il ne faut pas attendre le gouvernement pour cela, il faudrait que nous soyons conscients de la dangerosité de cette infection virale et que nous appliquions ces règles barrières. Il ne faut pas toujours attendre qu'il y ait des mesures disciplinaires comme ça se passe en Europe. Ce sera difficile de le mettre en place chez nous compte tenu de ce que nous avons. Ce sera très difficile de condamner les gens. Justement, docteur, on s'est rendu compte, nos équipes se sont rendues compte de ce que les populations ont du mal à mettre en pratique ou bien à observer ces mesures barrières. Certaines vont jusqu'à ce qu'on a appelé ici, Didier Inko l'a dit, une irresponsabilité. Est-ce que le fait, éradiquer le coronavirus passe-t-il obligatoirement par l'observation de ces mesures barrières? Effectivement, l'observation des mesures barrières, c'est un élément important. Éradiquer complètement juste en observant les mesures barrières, aujourd'hui, ça paraît compliqué. Il y aura aussi des mesures thérapeutiques qui viendront parce que dans tous les cas, il y a toujours des infectés. Il faut aussi des solutions thérapeutiques. Mais déjà, observer les mesures barrières, c'est un peu ce qui se fait aujourd'hui. C'est ce qui a permis à certains pays de pouvoir associer aux mesures thérapeutiques, de pouvoir vaincre l'épidémie. Et c'est ce qu'on essaie de faire en Europe avec le confinement qui se pratique aussi partiellement chez nous, mais qu'il faudrait adapter à nos conditions de vie, justement. Merci, docteur. On vous revient tout à l'heure. Le temps pour moi, docteur Teghem, de voir avec vous la pertinence ou bien la façon avec laquelle ces mesures barrières sont mises en place au Cameroun. Vous avez parlé de la prévention tout à l'heure. Lorsque vous observez votre environnement, qu'est-ce qui manque pour que cela puisse marcher? Parce que la question qu'on nous pose ici, les téléspectateurs nous renvoient, c'est qu'on observe et puis le nombre des cas positifs ne fait qu'augmenter. Est-ce que finalement, il y a une solution miracle qu'il faut mettre en pratique pour que ça puisse freiner? Déjà, je conseille à tous ceux qui m'écoutent de respecter vivement ces mesures barrières. Pourquoi respecter ces mesures barrières? Ces mesures barrières vont plus, comme j'ai dit au tout début de l'émission, ça fait partie de la prévention primaire. C'est où nous devons nous accentuer parce qu'au-delà, qui passe aux préventions secondaires, qui revient à diagnostiquer et traiter, se trouve le personnel soignant. Présentement, chez nous, nous avons une difficulté. Vu la crise, je ne pense pas que les mesures ont été prises pour former le personnel. Ça veut dire que le personnel est sur le terrain, le personnel n'a pas été capacité pour gérer la crise. Il n'a pas eu le temps, puisque la crise nous est tombée dessus un peu. Effectivement, nous n'avons pas été formés pour prendre en charge la crise. Je prends un simple exemple. Pour des maladies ordinaires, quand nous devons référer un malade, ça veut dire qu'on appelle l'hôpital, il nous confirme que la place est disponible avant de transférer notre malade. Mais dans le cas du corona, on n'a pas un système interne. Ça veut dire pour transférer un hôpital, on appelle les numéros verts. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Avec le risque que la ligne soit saturée et que vous n'ayez pas accès à un interlocuteur au bout du fil. Effectivement. Pour continuer, je reviens toujours. Au niveau de la prévention secondaire, se trouve le personnel soignant. Tout à l'heure, on a parlé du dépistage. À mon avis, je pense que le personnel médical actif devrait être testé systématiquement avant tout début de dépistage sur le terrain. Pourquoi? Parce que c'est nous qui recevons les malades. Nous devons être équipés, avoir les EPI, équipements de protection individuelle, accessibles et disponibles. Est-ce que vous les avez sur le terrain? Sur le terrain, moi, je vais vous demander de faire juste le tour de 10 hôpitaux, que vous allez faire un échantillonnage. Vous-même, vous aurez les réponses. Ça veut dire, je n'ai pas besoin vraiment de dire, mais nous-mêmes, nous savons ce qui se passe chez nous. Ce qui fait que, un personnel infecté est vraiment à risque. Prenons un exemple d'un médecin que je suis. Je vois en moyenne 75 malades par semaine. Par semaine. Par semaine. Ça veut dire, vous pouvez voir si je suis infecté, combien de malades... Mais lorsque vous voyez un malade, est-ce que vous, d'office, vous vous dites
Ok, il peut présenter des symptômes et du coup, vous prenez des précautions pour l'accueillir ou pas? Déjà, il devait avoir un système de tri. Cela va dans la formation du personnel. Mais nous n'avons pas, le système n'est pas encore installé chez nous. Ce qui se passe, c'est que le malade doit arriver en consultation. Ça veut dire qu'on doit consulter le malade avant de diagnostiquer. Et même quand on a diagnostiqué, on doit faire un rapport avant la référence. Où revient toujours la formation? Parce que quand il faut même référer le malade, quel est le canevas? Est-ce qu'on va transporter le malade dans nos ambulances? Est-ce qu'il y a des voitures spécialisées? Jusqu'à présent, les informations sont toujours attendues. Didier Imkwa, ça vous rassure quant à l'organisation de la prise en charge et la gestion de cette pandémie au Cameroun? Je crois qu'il est la personnalité la plus autorisée en ce plateau. Il parle avec autorité, les médecins, dont ce serait prétentieux pour moi de le juger. Mais comme j'ai quand même certaines capacités, le bon sens. Je ne demande pas le juger, ça vous rassure, vous, oui, ça me rassure. Le citoyen, de savoir que le personnel médical est organisé. Surtout parce qu'ils sont au front office. Donc exactement. Moi, je pense qu'ils doivent être les premiers à être protégés. Et nous prions tous les dieux pour qu'ils soient protégés. Parce que c'est le premier cercle de sécurité. Si les médecins ou bien le personnel soignant, ou bien tous ceux qui sont dans la communauté de la santé, si tous ceux-là ne sont pas protégés, nous qui sommes en arrière, nous sommes morts. On n'est pas si en arrière que ça, parce que vous êtes je ne vais peut-être pas sur cette casquette vous inviter ici, mais vous êtes un homme politique et j'ai entendu des récriminations vis-à-vis des hommes politiques en disant peut-être c'est le moment de vous offrir des cache-nez et des gels pour que toutes les populations soient je pense que c'est vrai, parce que je pense que la bataille doit être plurielle, hein, doit être de façon globale, holistique. Il y a encore d'autres acteurs qui ne sont pas appelés au festin. Je prends par exemple le cas du JICAM avec les entreprises. Le JICAM a commis un communiqué ce matin pour rappeler qu'elle a sa cellule de crise, pour rappeler qu'il y a des mesures qui on n'a pas besoin de ça. Les entreprises. Non, les communiqués, on n'a pas besoin de ça. On a besoin des actes. Carole Yemelon, dans la commune de Redange en France aujourd'hui, Douala Yaoundé, c'est 13 000 habitants au kilomètre carré. Cette commune de Redange, c'est moins de 100 000 habitants. Le maire a décidé, il vient de publier un avis demandant aux populations de faire bouillir l'eau des robinets avant de boire pour lutter contre le Covid-2019. Voilà des actes que nous voulons. L'autre jour ici, votre confrère et moi, nous avions dénoncé la somnolence maladive de certains maires dans la ville de Douala. Mais le lendemain, on a vu une gesticulation émotive et aussi et après. Mais on ne voit rien. Sur le terrain aussi sensibilisé. On ne voit rien. Mais il faut prendre des décisions durables. Les questions de on ne devait ne pas avoir aujourd'hui, madame, une agence municipale de la gestion de l'eau. Voilà, ça, on n'a pas besoin ici du théâtre. On a besoin des actes forts. Quand je parle par exemple de l'un des facteurs amplificateurs de la propagation du virus, il y a par exemple l'encombrement. Si le confinement peut réduire la mobilité humaine, mais qu'est-ce qu'on dit du cas des prisons? J'étais par exemple hier à la prison de Nebel. La prison de Nebel est encerclée par les bars. Mais vous voyez là-bas des gens qui servent. J'ai discuté avec des bars, même dans des scénarios. Vous voyez des gens qui servent à boire au menu. Or, quelqu'un prend une bouteille de bière, il tousse, il dépose les potions, bien les gouttelettes de la toux sur la bouteille. Vous venez, vous reprenez la bouteille. Donc, si rien ne fait, en principe, aujourd'hui, on devait fermer tous ces ventes emportées autour des prisons. Parce que on nous dit, on nous rassure, même le docteur Kamel nous a rassuré ici l'autre jour que il sera très très difficile pour que le virus se retrouve à l'intérieur de la prison. Mais ce n'est pas vrai. Avec les bars qui sont tout autour. Vous imaginez une prison comme celle-là, qui a été conçue pour 800 personnes. Aujourd'hui, on a à peu près 8000 personnes. 80% qui ne sont pas encore jugés. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le plan B? Oui, monsieur le maire, vous êtes sorti l'autre jour, vous avez ameuté tous les médias. Oui, quel est le plan B? Or, à côté de nous, il y a le plan marketing SIDA, qui est un exemple qui a réussi. Or, ce n'est pas en 2 jours, ce n'est pas en 1 semaine. Ce travail doit se faire sur le temps. D'accord. Merci. On va repartir pour parler avec le professeur Jantou qui est en ligne des facteurs amplificateurs de cette propagation, mais aussi des mesures qu'il va peut-être falloir mettre en place, professeur. Vous qui observez bien comment la maladie évolue au Cameroun, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en ce moment précis
à jour. On est à 1 mois et 3 jours depuis la déclaration ou bien l'arrivée du Covid-19 au Cameroun. Les premières leçons que vous tirez, c'est quoi? Des petits soucis avec la liaison technique avec Montréal. Nous allons sûrement revenir quand tout sera réglé. Le temps pour moi de vous demander à vous aussi, Dr Tegem, est-ce que vous avez remarqué comme les autres praticiens que la sensibilisation va puiser désormais avec dans des... Pardon, François Jantou, vous êtes en ligne? Oui, et donc c'est ça. Donc je voulais justement revenir sur la question de qu'est-ce qui fait la contagiosité de ces virus. Exact. Donc c'est la contagiosité directe et indirecte. Donc la contagiosité directe, ça relève sur le contact entre deux personnes et la promiscuité, on parle de 1,5 à 2 mètres, 1,5 à 2 mètres. Et un élément qui est fondamental dans la transmission, dans la contagiosité. Et pour ça, donc les mesures barrières que beaucoup de mes collègues ont déjà énoncées sont fondamentales parce qu'au final, on sait qu'au terme de cette épidémie, il y aura une grande proportion de la population qui va être atteinte. Les données peuvent évaluer à 40, 50, 60%. Mais on sait que si ces 50, 60% de la population sont à terme, à la fin de l'épidémie, atteintes, et que cela soit fait dans un espace de temps un peu étalé, on peut imaginer qu'on ait une pression sur le système beaucoup plus faible. C'est pour ça que finalement, dans les mesures à prendre, c'est garder toujours la notion de distance sociale qui peut être faite tout en permettant de continuer à vivre au niveau social, au niveau économique. La distance sociale passe effectivement par l'éloignement entre individus parce que dès l'instant où on est proche en termes de distance physique, le risque de contamination est élevé. Jusqu'à 20% des personnes sont porteuses et ne manifestent pas les signes de la maladie et donc peuvent contaminer d'autres personnes. Donc dès l'instant où le fait d'avoir une expressivité de la maladie n'est plus un critère seul pour permettre d'isoler une catégorie de la population, il faudrait à ce moment-là aussi, comme deuxième élément, au-delà de la distance, que chacun individuellement puisse se protéger, d'où la question des masques qui revient encore sur la table et qui fondamentalement est important parce que c'est aussi un des effets qui a permis de diminuer la propagation du virus dans beaucoup de pays. On a l'exemple par exemple de Singapour ou le Japon et cette question du masque repose sur une protection qui est faire en sorte que si tout le monde dans un monde idéal, dans un scénario idéal, portait le masque tout le temps, le virus à ce moment-là ne serait pas transmis directement d'individu en individu. À ce moment-là, on s'attachera uniquement à se focaliser sur l'aspect des surfaces, donc la transmission indirecte. La transmission indirecte, ça repose effectivement sur tout ce qui est contact. Ça peut être les portières des voitures, ça peut être si on prend un mototaxi, donc ça peut être des surfaces. Tout à l'heure, un de nos panélistes parlait de la bière dans un bar, donc si on sert une bière, on peut avoir une transmission par un objet et tous ces éléments-là doivent ensuite être focalisés comme vecteurs sur lesquels des mesures de prévention doivent être à prendre parce qu'on a démontré dans certaines études que le virus peut survivre jusqu'à 2-3 jours sur certains matériaux. Donc, je pense que le port des masques devrait être quelque chose d'assez généralisé. La distance sociale devrait être respectée en évitant, comme on l'a vu, les événements, les manifestations. Si ça doit se faire, en gardant le masque et la distance pour permettre, parce que si on respire ou on parle, les salives, les gouttelettes de salive peuvent entraîner la trajectoire du virus jusqu'à 2 mètres si on éternue et 1 mètre si on parle parce qu'on a toujours des gouttelettes de salive qui peuvent être émises. Indépendamment du fait que la maladie soit manifeste, on peut avoir des sujets sains mais qui excrètent le virus parce qu'ils sont porteurs et ils ont une forme modérée. Donc distance sociale, port de masque et finalement
tout ce qui concerne la transmission indirecte, nettoyer. Et ça, c'est fondamental parce que le virus peut survivre longtemps. Merci beaucoup. Docteur Tegen, sur ce plateau, le ministre de la Santé, je l'ai dit, a annoncé des agents de santé communautaires qui vont faire du porte-à-porte pour sensibiliser. Il y a aussi une vaste opération de recherche active des cas dans la ville de Douala, notamment cette semaine avec des équipes spécialisées qui vont faire aussi de larges dépistages. C'est des mesures qui avaient déjà été proposées et qui ont montré leur résultats dans le cadre du VIH-Sida, par exemple. C'est des mesures que vous applaudirez dans cette approche de la lutte contre le Covid-19? Ces mesures sont vraiment salutaires. Maintenant, le tout va reposer sur le protocole, c'est-à-dire la méthodologie dans l'application de ces mesures. D'accord. C'est la clé. Si des choses ne sont pas faites dans les règles de l'art, on va plutôt aller vers la catastrophe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même les agents qui vont sensibiliser doivent maintenir une distance de sécurité, doivent porter des masques, doivent... C'est ça que vous appelez le protocole? Effectivement. Est-ce que depuis que la pandémie a commencé, est-ce que vous avez été formé, vous, dans la prise en charge ou alors dans l'accueil des potentiels malades ou des potentiels porteurs, des gens qu'il faut dépister et qui sont soupçonnés de porter le coronavirus? Comme j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas été formés. Ça veut dire qu'aucun personnel sur le terrain n'a été formé pour la prise en charge. Quand je vais parler de prise en charge, ça veut dire accueil, diagnostic, orientation. Peut-être les centres spécialisés. Moi, je ne suis pas là-bas, ça veut dire que je ne peux pas répondre. Didier Imkwa, sur la question du porte-à-porte, certains l'avaient prescrit. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, lorsque nous recevions le docteur Victor Kamé sur ce plateau, on en avait parlé comme méthode de communication, mais avec des limites qu'il va falloir prendre en compte pour pouvoir mettre en pratique cette méthode. Vous attestez de cela? Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. Moi, il faut copier le bel exemple, le plan marketing social du VIH-Sida qui a fait des résultats phénoménaux. Donc c'est simple, on peut juste faire une translation et c'est très simple. Sauf que le VIH ne se transmet pas comme le Oui, oui, je dis sur la manière, l'approche. D'accord. L'approche méthodologique sur le terrain. C'est-à-dire on forme des pères éducateurs, on forme même des membres des familles un peu partout. Parce qu'ici on a l'impression que c'est l'affaire peut-être d'un groupe. Il y a encore des gens qui ne sont pas appelés au festin. Tout à l'heure, moi, j'ai parlé du GICAM. On ne doit pas se limiter au communiqué. On sait très bien que nos entreprises déversent assez de pollution en eau, les particules fines, etc. Et ces pollutions font que les employés, les ressources dans ces entreprises-là, qui sont membres du GICAM, sont des populations vulnérables. Il faut en tenir compte, madame. Il faut en tenir compte. Maintenant, il y a aussi un autre comportement nocif. Lorsqu'on parle de la gestion des déchets solides ménagers, il y a un autre type de déchets dont on ne parle pas assez. On dit les petits déchets. Or, c'est des déchets liés à la mobilité. Pendant que vous marchez, vous buvez de l'eau, vous balancez. Mais ça, c'est des comportements à dénoncer. Ben, il faut en parler. Il faut des militants écologiques pour en parler. Moi, je dis, il faut qu'on sorte de la rhétorique. On a assez trop parlé. Il faut passer aux actes. Qu'est-ce que les 80% des prévenus font dans les prisons? Vous imaginez que le PET, cette bouteille, peut transmettre le virus en prison? Vous pouvez aller peut-être donner de l'eau à votre frère qui est en prison. À partir de cette bouteille, vous contaminez toute une prison. Vous imaginez? Il faut vider les prisons de Douala, vider les prisons de Yao de Bafoussam et qu'on sort. Parce que j'ai l'impression, vous savez, les Camerounais anthropologiquement sont des Thomas. S'ils ne voient pas un tas de cadavres, ils ne comprendront pas que exactement la pandémie est en nous. Mais il faut prendre des actes forts, parce qu'au grand mot, des grands remèdes. C'est compris, Didier Imkwa. Professeur Jantou, dans l'approche communautaire, on l'a dit en début que la propagation ne se fait plus seulement par des personnes qui l'ont ramené, mais cela semble se disséminer dans la société. Est-ce que l'approche des pères éducateurs et le porte-à-porte est judicieux, selon vous, selon vous? Le fait d'aller vers les
population, c'est une bonne démarche parce que malheureusement, l'accès à l'information par les voies électroniques n'est pas forcément quelque chose possible pour tout le monde. On sait qu'il y a des populations vulnérables et des populations qui sont dans des zones où l'information est plus transmise de façon orale par des pairs ou par les responsables communautaires. C'est important de se dire que pour toutes ces personnes, d'avoir des relais d'information, c'est fondamental. Mais ce qui est aussi important, c'est de penser à comment est-ce qu'on pourrait permettre une évaluation assez cyclique, assez récurrente. C'est pour cette raison que l'approche de faire le dépistage de maison en maison peut être assez biaisée parce qu'on sait que le statut négatif à un jour donné n'est pas forcément un statut définitif final. Et cette approche-là pourrait être complémentée, par exemple, par la mise sur pied des structures locales qui pourraient être des kiosques, qui sont des kiosques de tests, d'évaluation et de prise en charge, ou aussi par la mise sur pied d'un système d'évaluation par les patients eux-mêmes, par les populations eux-mêmes, qui permettrait d'avoir de façon régulière, de façon journalière, un système qui recueille des symptômes, et pour ça, on aurait la possibilité à partir de là de faire un tri et une identification. C'est sûr que dans le contexte du Cameroun, il faut adapter effectivement toutes ces mesures parce qu'il y a beaucoup de populations vulnérables, j'en parlais à l'instant, et il faut penser à comment les mesures qu'on met en place vont être possibles pour elles. Et la question de l'eau revient en l'occurrence parce que les bornes d'eau installées partout seraient un plus pour permettre à ces populations-là de respecter cette mesure qui est aussi simple que celui du port des masques, mais qui parfois n'est pas accessible. Et ces bornes d'eau doivent être vraiment un domaine, un axe qui doit être fondamental pour permettre à ces populations de faire ces gestes simples. Pour ce qui est de l'éducation, l'information, c'est aussi finalement éduquer et informer les populations sur l'identification des cas pour ne pas cacher. Donc, c'est finalement la question de la transparence. C'est sûr qu'il y a toujours une gêne lorsqu'on a une maladie contagieuse, mais l'éducation et l'information passe aussi par dire que cette maladie contagieuse peut toucher beaucoup de personnes. Donc c'est le rôle, la place des rôles modèles, la place des personnes vitrines qui permettront de montrer à la population que même elles peuvent être atteintes. Donc si ces personnes vitrines, les personnes célèbres, populaires, sont déjà véhiculées comme étant capables aussi d'être touchés, la population va aussi comprendre que c'est pas quelque chose d'honteux. Merci. Et ça, on l'a vu par exemple avec le prince Charles d'Angleterre qui a été touché, ou nous ici, la femme du prince. Merci beaucoup. Merci. Docteur Tegem, est-ce que vous investissez dans la sensibilisation des uns et des autres? Peut-être de vos malades ou alors des gens autour de vous. Est-ce que c'est organisé dans le corps médical, la sensibilisation? Bon, déjà, ça se fait dans plusieurs formations sanitaires de la ville. Ils prennent la peine de sensibiliser les malades en salle d'attente. On prend la peine de rappeler les mesures barrières aux malades en salle d'attente. Parce que même souvent en constatation, après la constatation, quand nous avons le temps, parce que nous jugeons nécessaire, comme j'ai dit tout à l'heure, si la prévention, si cela nous dépasse, la catastrophe ne sera pas loin de nous. Parce que déjà, pour attirer l'attention, pour ceux qui négligent, si jamais le pire arrive, je vais dire, déjà dans la ville de Douala, je ne pense pas que nous avons 200 lits de réanimation. Toutes les formations sanitaires réunies, privées comme publiques. Ça veut dire chacun peut se faire l'idée si jamais la situation nous dépasse. Raison de plus pour s'appesantir sur ces raisons, sur la prévention. Sur la prévention. Pour éviter qu'on en arrive à devoir hospitaliser les gens quand on n'a pas de lit. Effectivement. Didier Imko, est-ce que vous vous y investissez? Parce qu'on a parlé des figures, vous l'avez fait? Oui, moi je le fais. Moi j'ai tourné autour des prisons pour demander qu'on ferme tous ces bars parce que le professeur vient de vous dire que le virus peut faire 3 temps sur une bouteille
sécurité. Moi, je parle aux commerçants parce que l'encombrement n'est pas seulement dans la rue. Mais ce matin encore, dans les marchés de Douala, nos équipes sont allées se rendre compte qu'il y avait un gros encombrement dans il y a les aussi marchés. l'encombrement dans les magasins. Lorsque vous êtes dans le... Parce qu'il faut débarrasser tout ce qui peut vous gêner. Parce que tout ce qu'il y a autour de vous est un réceptacle du virus. Donc c'est pour ça que si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas de l'espace pour mieux gérer vos stocks, qu'est-ce que vous faites? Vous portez les gants. D'accord. Et vous expliquez, une fois que vous avez porté ces gants-là, lorsque vous les enlevez, vous les balancez dans une poubelle. Parce que ces gants-là sont aussi portés de Mais tout cela a un coût, non? Moi, je parle. Ça a un coût. Écoutez, madame, la vie n'a pas de coût. Vous comprenez? C'est notre effort de guerre à la lutte contre cette pandémie. On va faire des sacrifices. Et puis, nous disons à certains qu'il faut même faciliter les paiements électroniques pour ne pas toucher les billets et consorts. Donc, je pense que la première des choses, c'est qu'il faut intérioriser cela. Il faudrait que les Camerounais acceptent, parce que c'est ça surtout qui n'est pas facile, il faut que les gens acceptent que cette pandémie est dangereuse et que la virulence du virus fait qu'il est plus dangereux que... Il n'y a que la mort qui est légale aujourd'hui. Donc moi je pense qu'il faut en parler. Si depuis plus de 2000 ans, on continue à parler de la Bible, pourquoi on ne va pas en parler tous les jours? C'est pour ça que nous demandons aux élus locaux que, lorsque vous êtes allés sur le terrain et le lendemain, qu'avez-vous fait? Comme disent les anglo-saxons. Qu'est-ce qu'on attend? La suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Oui. Qu'est-ce qu'on attend? Or, lorsque quelque chose a été bien élaboré, bien pensé, mais il y a tout un programme. C'est pour ça que je leur demandais à ces élus d'aller voir ce qui s'est passé avec le plan marketing social sur le VIH. D'accord. Et on va aller en région parisienne. Docteur Jean-Marc Fokam, on est en train de sortir de cette émission. S'il y avait des choses à faire dans le renforcement des mesures de prévention, pour vous, ce serait quoi? Docteur Fokam, vous m'entendez? Vous me recevez? Oui, je vous entends. S'il y avait des choses à faire dans le renforcement des mesures de prévention, est-ce qu'en l'état, déjà, vous pensez qu'il faut les renforcer, ces mesures barrières? Si oui, en y ajoutant quoi? Oui, il faut les renforcer. Déjà, il faut que sur le plan économique, on soit en mesure de disposer de tout ce qui est nécessaire pour renforcer ces mesures barrières, notamment la protection du personnel médical. Parce que au centre de cette épidémie, il y a aussi le personnel médical qu'il ne faut pas négliger. Dans les centres de soins, il faudrait définir un parcours du patient, un circuit du patient, de manière à ce qu'il n'y ait pas de contamination entre les patients qui arrivent, qui sont malades et ceux qui viennent pour d'autres pathologies. On pourrait le faire dans nos structures de santé pour pouvoir renforcer les mesures pour diminuer le risque de contamination et du personnel médical et du personnel et des patients qui ne sont pas infectés mais qui sont malades. On pourrait, comme on le sait tous, faciliter l'acquisition des masques au grand public, mais c'est des mesures qui paraissent difficiles à mettre en œuvre chez nous, mais qu'il faudrait absolument mettre en œuvre. Il faudrait qu'on renforce la communication. Je pense que nous pouvons nous appuyer aussi sur les chefs de culte, parce que c'est des personnes qui sont souvent crédibles auprès de la population. Les élus locaux, quand ils sont aimés, doivent être impliqués dans la communication pour pouvoir passer le message. Les chefs traditionnels, notamment, doivent aussi être impliqués. Le porte-à-porte qui est mis en œuvre doit effectivement être renforcé, mais que cela se fasse sur le plan national, mais surtout que ces personnes soient bien protégées, parce que le contact est facile. Il faudrait, quand on fait le porte-à-porte, qu'on prenne des mesures qui ont été évoquées précédemment. L'eau potable et tout ce qui a été évoqué, je pense qu'il faudrait renforcer toutes ces mesures. Si on les renforce, je pense qu'on est sur la bonne direction. Mais de quand font un débat sur le confinement partiel, total, la maladie, le nombre de cas positifs augmente et certains estiment qu'il faudrait fermer tout le monde pour pouvoir réduire le nombre de cas. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le confinement général peut régler ce problème?
Le confinement général, il faut déjà savoir pourquoi le confinement. Lorsqu'on recommande le confinement, on a un objectif, Oui. En sachant que le plus important, c'est de casser la chaîne de transmission. Oui. Si le confinement conduit à casser la chaîne de transmission, alors effectivement, c'est une bonne mesure, mais il faudrait encore que cela soit bien mis en œuvre en tenant compte des conditions de chez nous. En Chine, ils ont pu contenir toute une ville. Est-ce que ce sera possible de mettre cela en place chez nous? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que précédemment, je disais, nous savons que c'est une pathologie pour laquelle 80-85% de personnes guériront spontanément. Une quinzaine de personnes seront malades et nécessiteront une hospitalisation. Les personnes qui seront malades, c'est souvent des personnes fragiles. Si on peut cibler ces personnes, dépister ces personnes, confiner ces personnes, je pense que ce sera déjà un grand pas vers la lutte contre cette épidémie. Merci. Il faut qu'on cible ces personnes, tout en sachant que les plus jeunes vont faire la maladie, mais vont guérir facilement, mais beaucoup d'eux ne feront pas la maladie, seront des porteurs sains. Il faut vraiment travailler à protéger ceux qui sont les plus vulnérables. En réalité, ce n'est pas le nombre de cas qui nous inquiète, Oui. c'est le nombre de cas graves. C'est le nombre de cas qui pourraient nécessiter une prise en charge en réanimation. Exactement, Ce que comme nous le docteur n'avons Tedem le disait malheureusement tout à l'heure. presque pas. Si on procède au confinement en France, c'est surtout parce que on se rend compte que si on ne casse pas la chaîne de transmission et si on ne réduit pas le flux de patients, on se retrouve dans des conditions où on a, à titre d'exemple, 100 lits de réanimation, mais 120 patients. Alors ça veut dire que les 20 patients qui sont en sus sont des patients voués à la mort. C'est surtout ça, c'est protéger les personnes vulnérables. Essayons d'adapter ce qui se fait à nos conditions. Si on veut pratiquer le confinement, adaptons-le à notre condition socio-culturelle. Merci beaucoup. Merci, docteur Jean-Marc Fokam. C'est avec plaisir que nous avons écouté toutes vos explications et nous espérons vous retrouver très bientôt sur nos mêmes antennes. Le temps pour moi de partager avec vous ces solutions proposées par le docteur Magloire Ndogmo. C'est un sociologue qui a observé depuis quelques jours que la mise en place des mesures barrières faisait l'objet de certaines libertés pour certaines populations. Et il a donc fait des suggestions que je vous propose d'écouter tout de suite. Il faut dire que le bilan est assez mitigé. Déjà, en ce qui concerne les écoles sont presque toutes fermées. C'est un secteur facilement contrôlé par l'État, il n'y a pas grand-chose à y dire. En ce qui concerne le transport interurbain, il faut reconnaître qu'il y a baisse des flux interurbains, même s'il faut reconnaître que les mesures ne sont pas respectées quand le transport persiste, parce que les gens ne respectent pas les restrictions de surcharge qui ont été imposées. Et à l'intérieur des villes, c'est presque quasiment la même chose. Le transport, il y a toujours des surcharges. En ce qui concerne les questions de salubrité, les gens vivent presque comme d'habitude. J'ai fait un tour à Tokoti il y a quelques jours. Je me suis rendu compte que les mêmes habitudes de consommation dans un environnement insalubre persistent. En ce qui concerne la restriction des déplacements des individus, les gens vivent comme si de rien n'était. Les gens continuent à vaquer à des occupations comme ils veulent, quand ils veulent. Parfois, en raison du fait que nous vivons quasiment dans un contexte de grande précarité où les gens vivent au jour le jour. C'est quasiment impossible pour eux de faire autrement, jusqu'à ce que le gouvernement leur impose de le faire. Et en ce qui concerne les questions d'ouverture des bars, beaucoup de bars ont tenté les premiers jours d'être réticents à fermer à 18 h, mais presque tous respectent actuellement. Mais il faut reconnaître que le fonctionnement des bars en pleine journée, les bars, les restaurants, ainsi de suite, on n'en a vraiment pas besoin à l'heure actuelle. Ça devrait être totalement fermé. Pour ce qui concerne d'autres questions, comme les questions d'arcère dans des espaces, dans des marchés, les gens continuent à aller au marché en grand nombre. Il y a toujours la grande insalubrité qu'on a dans les marchés, comme le marché central. L'insalubrité persiste. Et donc, ce qui fait qu'au bout du compte, le bilan est un peu mitigé. Et puis, il faut dire que nous avons urgemment besoin d'un service de contrôle drastique en ce qui concerne ces différents domaines que je viens d'évoquer.
Que fait le gouvernement actuellement pour contrecarrer davantage l'expansion de l'épidémie? Premièrement, décréter un état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire qui va permettre à ce gouvernement de prendre des mesures draconiennes pour y faire face. Ce qui suppose donc la mobilisation de la police et d'autres forces de maintien de l'ordre pour assister les populations au respect scrupuleux de ces règles, parce que les gens continuent à vivre comme si de rien n'était. Merci. C'est donc des propositions. Docteur Magloire, donc vous parlez de l'état d'urgence sanitaire par exemple. Ce serait pour sortir, c'est des choses que vous envisagerez pour résoudre cette pandémie? Tout ce qui peut arriver à débouter le Covid-19 de notre territoire, c'est bon à prendre. Mais je voudrais, pour sortir, dire ceci, l'OMS a dit que oui, il faut éviter le complexe du blanc. Mais que disaient nos parents, que disent nos grands-mères? Mais il faut penser aux solutions endogènes. Parce que si la Chine et l'Inde sont aujourd'hui puissants, c'est tout simplement parce qu'ils ont assis tout ce qu'ils font sur leur culture, sur leur spiritualisme. Et l'Afrique a sa spiritualité. Docteur Cyril Tegem, nos équipes du côté du ministère de la Santé nous annoncent que les chiffres n'ont pas vraiment évolué. C'est toujours 142 personnes infectées et une dizaine de personnes finalement guéries. C'est une bonne nouvelle finalement, non? Bon, mon problème, c'est pas l'information, c'est pas la nouvelle. Mon problème demeure le dépistage. Les chiffres, ce sont des chiffres dépistés. Qu'en est-il de ceux qu'on n'a pas dépistés? Ceux qu'on n'a pas dépistés. D'accord. Donc il faut accentuer le dépistage parce qu'on en aura encore plus après. Bon, déjà, il faut déjà accentuer la sensibilisation au niveau de la population. Il faut protéger le personnel médical avec des équipements adéquats. Il faut augmenter les centres de prise en charge des cas suspects et des cas déclarés positifs. Merci donc, messieurs, d'être passés par ici. Merci à nos deux compatriotes qui ont bien voulu s'exprimer ce soir. Depuis la semaine dernière, ils le font sur Canal 2 International et on continuera à mobiliser cette expertise pour vous, pour parler de cette question du Covid-19. Et d'ailleurs, l'invité du journal ce soir, c'est le docteur et le professeur Aimé Boni, médecin cardiologue, qui, vous l'avez peut-être lu à la une du Messager de ce matin, avait déjà interpellé de manière très incisive le gouvernement camerounais dans la gestion de cette pandémie. Et bien sûr, il anime la question de la recherche autour de la chloroquine en France. Vous entendrez donc ces explications dans le 19h50 de Canal 2 International, que je vous invite à regarder juste après. Et je vous dis merci. À demain avec d'autres invités et d'autres sujets à débriefer. Bonsoir.